et bienvenue au podcast Confessions de Petit Chris. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie. Salut Mélanie. Salut, merci de m'avoir. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de t'avoir. Docteur Doucet, félicitations d'avoir complété également tout ce long processus. Oui, merci. En effet, ça fait-tu longtemps que tu as été diplômée au doctorat? 2 ans, juste à peu près, ouais, au-dessus de 2 ans, j'ai défendu ma thèse en plein milieu de pandémie. De quel âge pour nous situer un peu? J'ai 42 ans. OK. Puis, si tu voulais te présenter un peu, grosso modo, tu vis où? Puis, c'était quoi ta thèse? C'est quoi tes projets que tu as eus académiquement parlant? Oui, je suis présentement à Montréal. Ça fait depuis 2013 que je suis ici. J'ai déménagé ici pour faire mon doctorat, puis je suis encore ici 2 ans après. J'aime bien ça. Mon accent, c'est un accent acadien. Si jamais les gens sont comme, c'est quoi cet accent-là? C'est un accent acadien. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, que j'ai vécu là toute ma vie jusqu'à 2013. Puis c'est là aussi que j'ai été dans le système de protection de l'enfance. Donc, je suis aussi une ancienne placée. J'ai été dans le système à l'âge de 13 ans, puis je suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans quand j'ai fait ma transition à la vie adulte. Ben, transition. On va en reparler. C'était comme pas vraiment une transition. C'était comme ma chute ou mon précipice vers l'âge adulte. Quand tu t'es fait pitcher en dehors du système. Oui, c'est ça. Je m'ai fait pitcher dehors. Oui, c'est exactement ça en Acadie aussi. Puis concernant mon projet de thèse, j'ai fait mon projet de thèse à Vancouver. J'ai eu une opportunité pas mal unique où ce que le défenseur de la jeunesse en Colombie-Britannique, je dirais vers 2016, c'était Bernard Richard qui s'est fait appointer pour remplacer la personne qui était défenseur auparavant, qui s'appelait Mary Ellen. Peux-tu nous situer un peu pour ceux qui nous écoutent, là, c'est quoi un défenseur? Parce qu'on n'est pas vraiment... Ah, c'est vrai. C'est comme la commission qu'on a ici pour les droits de la personne et de la jeunesse. C'est pas vraiment un équivalent parce que la jeunesse ici, c'est comme une branche. C'est pas toute une institution qui est juste dédiée aux droits de la jeunesse. Donc, un défenseur des droits des enfants et de la jeunesse, c'est un poste et aussi une institution avec plein d'employés qui se dédient seulement aux droits des enfants et de la jeunesse, incluant les jeunes qui sont placés dans le système de protection de l'enfance. La plupart des provinces et territoires en ont un. Au Québec, ici, c'est plutôt une commission qui s'occupe de tous les droits de la personne, les adultes, les jeunes et tout ça, avec une branche qui s'occupe uniquement des droits de la jeunesse. Donc, c'est un peu différent ici au Québec. Donc, le défenseur en Colombie-Britannique, ça fait appointé en 2016, il s'appelle Bernard Richard, puis c'était l'ancien défenseur de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Donc, on se connaissait à cause que quand j'étais au Nouveau-Brunswick, je m'impliquais beaucoup dans le réseau des jeunes pris en charge. Je faisais beaucoup de défense des droits et tout ça. Et donc, on se connaissait bien. Je travaillais aussi pour le gouvernement. Donc, lui, il m'a contacté pendant que j'étais après de... je savais pas encore quoi que je voulais faire pour mon projet de thèse. Puis il m'a contacté puis il m'a dit « Mélanie, tu fais-tu pas ton doctorat en travail social puis tu t'intéresses-tu pas à la transition à la vie adulte pour les jeunes pris en charge? » Puis j'ai dit « Oui. » Puis il dit « Ben, t'as-tu fait ton projet? » J'ai dit « Non. » Il dit « Veux-tu venir le faire ici en Colombie-Britannique? On te donnera une bourse pour faire ce que tu veux dans le domaine des transitions à la vie adulte. » Puis j'étais comme « Wow! Ça, c'est cool. » Parce que j'étais pas vraiment décidée sur mon orientation, puis je m'apercevais que le côté artistique, participatif, ça m'attrayait beaucoup, mais je dirais mon comité de thèse n'était pas nécessairement composé de personnes qui étaient spécialisées dans ces méthodes-là. Donc, ça m'a donné vraiment une opportunité ou une porte ouverte où ce que je m'ai vraiment lancée. Dans ça, j'ai été prendre des formations et tout ça, et j'ai décidé de faire un projet Photo Voice avec des jeunes anciens placés de Vancouver. J'ai déménagé là pour 5 mois pour faire un travail participatif communautaire. Puis à la fin
du projet en a fait une exposition dans une galerie d'art à Vancouver, puis c'était super. Il y a eu plein de monde qui est venu voir les photos des jeunes, puis même des politiciens, des ministres, des sous-ministres adjoints, des directeurs. C'était vraiment cool de mobiliser les jeunes de ce façon-là, puis d'une façon créative. Moi, ça m'avait vraiment fait du bien. Fait que dans le fond, c'était quoi l'objectif de ton projet? Le projet, j'ai décidé de cibler sur les relations qui comptent pour les jeunes qui font la transition à la vie adulte du système de protection de l'enfance, puis vraiment examiner si ces relations-là ont été investies dedans pendant que les jeunes étaient dans le système. Puis je dirais la réponse à ça, c'était pas vraiment. C'était des relations importantes pour les jeunes, mais que les jeunes devaient rechercher et cultiver eux-mêmes, puis qui souvent n'entraient pas dans le cadre très étroit de définition de famille et proches pour les jeunes pris en charge. Donc, le but, c'était d'illuminer un regard beaucoup plus élargi sur les relations des jeunes pris en charge et qui devraient être impliqués dans leur vie pendant qu'ils sont dans le système. Fait que dans le fond, ce que tu regardes, c'est un peu les personnes significatives en dehors des proches, comme la famille. Oui, mais c'était pas vraiment nécessairement en dehors des proches, c'est juste global, les relations qui sont importantes, incluant la famille, si que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes. Surprenamment, il y a les parents bio n'ont pas ressorti dans mon projet comme les relations importantes, mais ça pourrait aussi avoir affaire avec où les jeunes étaient à ce temps-là dans leur parcours à la transition à la vie adulte, parce que les jeunes étaient entre 19 et 27 ans. Donc, ça peut être un portrait de ce parcours-là à ce temps-là. Mais la plupart des jeunes ont mentionné leurs animaux de compagnie, ont mentionné leurs frères et sœurs, des mentors dans la communauté, ont mentionné même des relations, pas avec des êtres humains, mais avec des endroits ou la terre, par exemple, surtout pour les jeunes autochtones, la spiritualité. Donc, bien de choses qui vraiment se font pas tenir en compte dans le plan de cas pour les jeunes pendant qu'ils sont dans le système, puis vraiment des choses qui ajoutent une richesse à leur vie qu'on devrait prendre en considération pendant leur parcours dans le système. Puis ceux qui sont intéressés là, à visionner, on va mettre dans nos commentaires sur Facebook là, les liens pour consulter la vidéo que tu as produite aussi, qui explique bien. Là. C'est très émouvant. Il y a des moments vraiment magnifiques que vous avez toutes célébrés aussi ensemble à la fin. Donc, avec, comme tu disais, l'exposition d'art aussi. Donc, puis ça, comment ça a été reçu par les milieux? Très bien. J'ai eu une expérience super positive à Vancouver. La communauté était super impliquée. Même les médias super impliqués aussi. J'ai vraiment adoré ça. Je pense aussi l'exercice de faire des recherches participatives, c'est tisser des liens là aussi. Des liens importants, des liens qui peuvent aider les jeunes à commencer à guérir de leur traumatisme, puis à faire du sens de leurs expériences, puis de reprendre un peu de pouvoir. Parce que vraiment, c'est eux qui racontent leur propre histoire de leurs propres yeux, au lieu d'avoir des personnes qui interprètent leurs paroles pour eux. Donc, moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là, puis je le ferai encore demain, si on me demandait de le faire. Bien, ça me fait penser un peu à ce que j'ai vécu personnellement avec Edjet, tu sais, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai vécu, mettons, de l'itinérance cachée, puis d'autres enjeux qui ont été soulevés dans Edjet, puis c'est vraiment en côtoyant d'autres jeunes qui étaient sortis de placement que j'ai pris conscience que c'était un enjeu qui était partagé, ça, la scolarisation tardive, tu sais. Fait que, tu sais, ça a comme remis bien des choses en perspective, puis ça a enlevé un fardeau de honte, tu sais, que j'ai comme fait, OK, finalement, c'est pas juste une question de je me suis pitché là-dedans, c'est le système qui n'a pas écouté mes besoins, qui a fait en sorte que je me suis garochée là-dedans. Quand Exactement. tu parles d'amener du sens, là, c'est un peu ça, c'est en écoutant les expériences des autres, puis en écoutant aussi ce que les statistiques disent, là, ce qui était vraiment
accablant, là, dans notre cas, c'est là qu'on prend en compte on prend différentes perspectives par rapport à notre vécu. Oui, mais je pense aussi les histoires directement des jeunes, que ça soit des poèmes, des photos ou des témoignages dans les espaces publics ou dans les espaces politiques, ça humanise les statistiques. Parce que c'est très facile de regarder des chiffres puis de dire, OK, ouais, on va essayer de voir à travers les budgets, est-ce qu'on peut prioriser ça? Mais quand tu le fais devenir humain, je pense que ça met plus d'urgence à les problématiques qui se passent, puis ça vraiment humanise les problématiques aussi. Ben, tu vois, c'est un peu l'objectif avec Confession de Petit Christ, c'est de faire en sorte que ces histoires-là qu'on s'est dit entre nous, notre gang à Edgep, que ça sorte un peu, puis de conscientiser le monde que, OK, non, notre système est tout croche, puis ça fait en sorte qu'on part vraiment du mauvais pied là, rendu à l'âge adulte, là. Puis au niveau des autres projets, après, qu'est-ce que j'imagine que ça a pu te mettre un peu du gaz là, pour t'enligner dans plein d'autres projets? C'est quoi les autres projets que tu as eus par la suite? Ah oui, je suis toujours très, très occupée. Une fois que je finis quelque chose, j'ai déjà quelque chose d'autre. Donc, j'ai continué à travailler avec mes co-chercheurs de Vancouver pour quelques années, même après que le projet était terminé. On a publié un article qui a été publié dans un journal académique ensemble sur la recherche participative, puis comment que ça peut impacter positivement la vie des jeunes pris en charge. Puis, on a fait plusieurs présentations ensemble à des conférences et tout ça. Donc, ça, c'était important pour moi aussi de pas juste aller à Vancouver, faire le projet, puis m'en aller, puis jamais les parler de nouveau. Il y en a certains d'entre eux, comme je suis amie avec eux sur Facebook, qui veulent des lettres de référence, pas de problème, contactez-moi. Vous voulez que je fasse une référence pour une entrevue, pas de problème, appelez-moi. J'ai continué ça pour plusieurs années, mais après que j'ai gradué, puis que j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé à travailler pour la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada. Dans le temps, j'étais encore consultante, donc ils m'ont engagée pour faire une revue de la littérature sur tous les rapports qui avaient été publiés au Canada, pas nécessairement du domaine académique, parce que ça, c'est très bien revu. Il y a plein de revues de littérature qui existent là-dessus, mais sur les rapports, par exemple, qui ont été publiés par les réseaux des jeunes pris en charge, par des défenseurs des enfants de la jeunesse, des organismes communautaires, des organismes à but non lucratif, qui faisaient des recommandations sur comment changer le processus de la sortie de prise en charge pour les jeunes qui sont placés dans le système de protection de l'enfance. Et vraiment, ça que j'ai trouvé, qu'il y avait au moins 75 rapports depuis la fin des années 80, avec plus de 475 recommandations spécifiques pour la réforme du processus de transition à la vie adulte. Il y en avait beaucoup qui se répétaient souvent, comme c'était les mêmes recommandations qui se faisaient dire à des intervalles d'années, puis aussi à travers les provinces et les territoires. Il y avait beaucoup de similarités. Puis une de ces recommandations-là, c'était d'avoir des normes pour la transition à la vie adulte au niveau national, parce que ça n'existe pas ici au Canada, puis ça n'existe pas dans les provinces et territoires non plus. Donc, on n'a pas de niveau de base d'assurance, de qualité de services et support pour les jeunes pris en charge lorsqu'ils font la transition à la vie adulte. Donc, on n'a pas de garantie. C'est vraiment, ça reste à la volonté politique, puis aussi la volonté en termes de ressources qui sont disponibles et tout ça, des agences de protection de l'enfance. Donc, ça peut varier considérablement ce qu'un jeune en Colombie-Britannique reçoit lorsqu'ils atteignent l'âge de majorité et après, versus ce qu'un jeune ici au Québec reçoit. Puis ça peut aussi même varier à l'intérieur d'une même province si qu'un jeune est dans une région rurale comparé à une région urbaine. Donc, il n'y a vraiment pas de standard
pour tenir les parties prenantes, incluant le ministère, le gouvernement, mais aussi les autres secteurs, le communautaire, le secteur académique, le secteur privé, santé et tout ça, vraiment responsables d'offrir un certain niveau de services et support à les jeunes lorsqu'ils font les transitions à la vie adulte. Donc, c'est ça qu'on a décidé ensemble, moi et on s'appelle le Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge. Puis c'est composé de divers réseaux par des anciennes jeunes prises en charge un peu partout au Canada et aussi quelques organisations alliées clés, comme par exemple Vers chez soi Canada, qui se cible beaucoup sur la prévention et l'intervention précoce pour les jeunes sans-abri au Canada, puis aussi la Ligue. Puis on a décidé ensemble de vraiment mettre un focus sur créer des normes équitables qui pourraient se faire mettre en place partout au Canada, n'importe quelle province, n'importe quelle région et tout ça. Puis, on a commencé à travailler sur ça l'année passée. On a formé ensemble les normes équitables pour la transition à la vie adulte, les jeunes prises en charge, qu'on a publié en octobre de l'année passée. Puis ça, on a commencé à le développer ensemble en tant que conseil, mais après qu'on a défini les 8 piliers, on a commencé par vraiment penser, OK, comme anciens placés, comme organisation de réseau de soutien pour les jeunes prises en charge et aussi des personnes expertes en recherche, des personnes académiques, qu'est-ce qu'on sait que les jeunes ont besoin, qui est basé sur les meilleures pratiques, basé sur la recherche et basé sur ce qu'on sait, comme ce qu'on entend, ce qu'on a vécu. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à développer les 8 piliers de transition à la vie adulte. Puis, vous verrez dans le rapport, les piliers, il y en a 8, oui, mais c'est holistique. Il faut qu'ils se fassent vraiment adresser d'une façon holistique et pas en silo. C'est comme une chaîne, hein? S'il y a un morceau qui est brisé, ben toute la chaîne se brise. Donc, on a commencé avec la fondation, je dirais, des normes équitables avec les 8 piliers. Puis après ça, on a validé ça avec des jeunes qui sont pris en charge présentement ou qui ont récemment quitté le système pour vraiment faire certain que les normes équitables résonnent avec ce que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin. Pour moi, j'ai sorti du système il y a 25 ans. Tu sais, je peux peut-être me rappeler des choses, mais il y a plein de choses qui ont changé depuis mon temps. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé du tout. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, j'amène ce feu-là dans mon travail où vraiment je suis motivée pour changer les choses pour que les prochaines générations de jeunes prises en charge ne passent pas à travers les mêmes choses que moi. J'ai passé à travers. Tu as dû quand même un peu capoter avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Nous autres, au Québec, là, tous les filets sociaux de sécurité, il y en a beaucoup qui ont baissé quand la pandémie est arrivée pour la sortie de placement. Oui, puis c'est ça qui nous a motivés, je dirais, encore plus pour développer ces normes équitables-là, parce que au début de la pandémie, ce qu'on faisait ensemble, le Conseil national, c'est on demandait au gouvernement d'établir des moratoires pour les jeunes pris en charge afin qu'ils puissent demeurer dans leur placement pendant la période de pandémie. Donc, on a commencé à vraiment faire ça ensemble au tout début, comme au mois de mars 2020. On a fait plein de communiqués de presse, on a parlé avec les médias, on a écrit des lettres aux ministres et tout ça. Puis, on ciblait vraiment notre attention sur ça. Puis, une fois qu'on a été capable d'avoir des moratoires mis en œuvre dans la plupart des juridictions, mais pas au Québec, hein. Le Québec, il disait non. À plusieurs reprises qu'on a demandé au Québec, mais ils disaient non, on a une stipulation dans la loi qui permet aux jeunes de rester dans leur placement en situation de crise, puis on utilisait ça comme le rationnel. Le fameux article 64.1 oui. que personne applique et que personne oui. comprend. Oui, exactement. Puis on disait même comme au Québec, hey, les autres provinces, là, ils ont un moratoire. Pourquoi on fait pas au moins une directive publique? Tu sais, hey, l'article 64.1, c'est applicable pour tous les jeunes pendant la période de pandémie et tout ça. Ils ont refusé de faire ça aussi.
Fait que Oui. juste pour un surplus de clarté un peu, un moratoire, l'objectif de ça, c'est de repousser la date de sortie de placement des jeunes Oui. qui étaient censés sortir? Exactement. Ça les permet de rester dans leur placement actuel pendant la période de pandémie ou jusqu'à ce que le moratoire expire. Donc, plusieurs juridictions ont décidé de faire comme des moratoires comme à moyen terme, je dirais, puis donnaient des prolongations au fur et à mesure et aux besoins. Il y en a une en Ontario où ils ont décidé à long terme. Ils ont décidé tout de suite, on fait ça pour 2 ans. Puis, je pense qu'elle expirait à la fin du mois de septembre de cette année, puis ils l'ont étendu jusqu'à la fin du mois de mars. Parce que les autres, ils sont prêts de travailler sur une réforme du système aussi, quand même assez significative, qui va mettre quelque chose de meilleur en place. Selon toi, là, avec tout ce que tu as pu analyser, voir, là, on sait, on peut consulter évidemment ton document des normes équitables avec tous les indicateurs de chaque pilier. Mais selon toi, là, c'est quelle province ou quel pays qui offre le meilleur modèle que tu as pu observer? À travers les provinces au Canada, moi, je dirais que la Colombie-Britannique est un peu plus avancée que le reste du Canada. Puis, je peux dire ça, tu sais, que j'étais quand même assez impliquée avec mon projet de doctorat. J'ai dû vraiment étudier le processus en Colombie-Britannique, puis de savoir toutes les données et tout ça qui est en place et tout ça. Ça fait depuis bien des années que les jeunes se font supporter jusqu'à 27 ans sous ça s'appelle Agreements with Young Adults, sur les ententes avec les jeunes adultes. C'est comme un contrat qu'il faut que les jeunes signent volontairement, mais il y a quand même beaucoup de critères d'admissibilité. Donc, ça sert juste à une portion minime de la cohorte qui sort du système à chaque année. Puis même en Colombie-Britannique, avec tout ce qui est disponible, il y a même des ça s'appelle en anglais des tuition waivers. Donc, ils payent pour la tuition pour les jeunes qui souhaitent aller au postsecondaire. Même avec toutes les choses qui sont disponibles, il y avait eu un sondage quelques années passées, puis ils ont montré que seulement 1/3 de la population qui sort du système à chaque année en Colombie-Britannique reçoivent n'importe quel service post-majorité. Donc, il y a 2/3 qui n'accèdent pas du tout les services de post-majorité. Puis ça, c'est souvent dû à ces critères d'éligibilité parce qu'ils sont souvent établis pour servir ceux qui se débrouillent assez bien, qui sont dans des situations comme assez stabilisées, puis ceux-là qui en ont le plus besoin, qui sont pas du tout stabilisés, qui ont des problèmes de toxicomanie, santé mentale et tout ça, ils peuvent pas rencontrer les critères, donc ils peuvent pas accéder. Puis aussi des conditions où ce que tu peux pas juste comme quitter puis revenir. Donc, ça aussi, ça cause des jeunes à juste tomber à travers les cracks. C'est un peu comme ici avec le programme PQJ aussi, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est en train d'être bonifié, mais bon, qui aurait grandement besoin d'être adapté pour répondre à l'entièreté des besoins. Mais... Oui, je pense qu'il y a du travail à faire partout. Certaines places, il y a du rattrapage à faire, mais je pense que de vraiment regarder comment on peut supporter les jeunes pris en charge d'une façon équitable, ça, c'est du travail à faire partout au Canada. Puis, tu sais, c'est vraiment aberrant parce que c'est comme ça aussi au Québec. Tu sais, moi, j'ai participé, je ne sais pas si tu connais, Air ouverte. Oui, j'ai entendu, oui. C'est ça, c'est des nouveaux services, centres de services intégrés qui veulent offrir pour les jeunes. Puis, tu sais, un des objectifs qui était vraiment primordial, c'était d'aller chercher à aller rejoindre la clientèle qui, justement, consulte pas habituellement les services. Justement, tu parlais des problèmes de toxicomanie, des gens qui sont plus en région éloignée, d'itinérance cachée. Tu sais, c'était vraiment d'aller chercher ce monde-là. Puis pour ça, ils voulaient créer des alliances avec les OSBL. Puis ça a vraiment... ça fait longtemps que là, je suis comme plus vraiment dans ces comités-là, mais je sais que ça a été difficile, puis que j'ai comme un peu de la misère à comprendre qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile d'aller rejoindre ce monde-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de méfiance aussi de la part de ces jeunes-là qui ne veulent pas rentrer dans le système. Fait que, tu sais, je me demandais... Je sais qu'au Québec, les statistiques sur l'itinérance, c'est vraiment débile, là, le nombre
de jeunes qui proviennent des services de la DPJ qui tombent vraiment en grosse phase d'itinérance. Je me demandais au BC si les statistiques sont équivalentes. Oui, c'est équivalent un peu partout, comme en Ontario aussi, on trouvait des statistiques semblables. Donc, ça reflète un peu l'expérience des jeunes pris en charge un peu partout en Amérique du Nord même. Il y a même des études aux États-Unis qui démontrent des statistiques semblables. Mais je pense aussi c'est le système est construit pour servir le système. Le système ne rencontre pas les jeunes là où ils sont, quand ils sont. Donc, il faut que les jeunes rencontrent le système là où il est. Je pense que c'est là où on manque tellement de jeunes, puis qu'il y a de la méfiance qui se passe parce qu'on ne cherche pas vraiment à aller où ils sont puis à les comprendre. Je pense aussi quand on développe des programmes, on n'implique pas assez les personnes avec une expérience vécue. Donc, ça ne reflète pas la réalité des choses, puis ça ne leur parle pas, ça ne va pas les chercher parce que c'est quand même très institutionnalisé, l'approche. Donc, je pense que c'est un grand changement de culture qu'il se passe dans le système de protection de l'enfance. Pas juste au Québec, partout, mais il faut qu'on pense aussi à la fondation du système de protection de l'enfance. C'était vraiment pour sauver les enfants, pour sauver les pauvres enfants, pour sauver les petits criminels, pour sauver les délinquants. Puis aussi, il y a des fondations coloniales au système de protection de l'enfance aussi. C'est pour ça qu'on voit la surreprésentation des jeunes autochtones dans le système partout au Canada, des Noirs, des personnes racisées, des immigrants, des réfugiés. Donc, il faut vraiment avoir un changement de culture complet. Puis je pense que le travail que je fais à travers les normes équitables, ça recherche exactement ça parce que les normes sont établies, développées, validées par et pour les jeunes et on montre au système, voici les étapes à suivre pour rencontrer les jeunes là où ils sont, puis à répondre à leurs besoins de la façon dont ils disent qu'ils veulent et méritent. Donc, je pense que c'est vraiment un changement d'approche aussi, où ce que c'est nous, les personnes avec une expérience vécue, qui offrent les solutions. Puis, je pense que c'est là que les secteurs, les gouvernements, les ministères devraient aller chercher les infos tout le temps. Ça devrait être avec les personnes ayant une expérience vécue, avec les meilleures pratiques et vraiment avoir un changement de culture parce que la façon dont ça se passe présentement, on sait que ça ne fonctionne pas. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais que ça se fait là, en ce moment, ce que tu dis avec Air ouverte. Là. Moi, j'étais une jeune encore, j'ai été encore considérée comme jeune quand ça s'est passé, un peu avant la pandémie. Fait que, j'ai participé justement à l'élaboration des services, à aller chercher des solutions un peu plus en dehors de la boîte, là, si je peux dire ça comme ça, mais il y avait tout le temps la grosse machine pour me bloquer, puis que juste une question de réseaux sociaux, ben tout est obligé de passer par les coms. Fait que ça ralentit énormément tous les processus que tu es censé avoir pour essayer d'aller chercher ton monde, d'aller faire connaître ton service. Mais tu sais, une affaire bien importante que tu viennes de parler, c'est que on a encore la maudite manie de vouloir sauver les jeunes. Puis que j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as déjà eu vent de cette théorie-là, je pense que c'est la théorie du triangle dramatique selon Karpman. Puis c'est que quand tu es dans l'optique, ton objectif, c'est de sauver une personne, tu as comme 3 rôles. Tu es le sauveur, tu es la victime ou tu es le persécuteur. Puis quand tu entretiens une relation, mettons, ce que tu veux sauver quelqu'un, c'est que si la personne, elle ne se laisse pas aider, puis elle ne fait pas ce que tu lui dis de faire, puis elle ne va pas dans ton sens, bien là, ça se peut que tu switches en persécuteur. Puis là, là, l'autre jeune, lui, à un moment donné, il va répondre, il va backlasher parce que là, tu l'intimides. Fait que là, ça va être lui qui va devenir le persécuteur. Là, toi, tu vas devenir la pauvre victime. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un switch comme ça de mode relationnel qui fait en sorte que cette approche-là, de vouloir sauver la personne, puis tu lui donnes un plan, puis tu lui dis, tu fais ça, puis that's it, ça marche pas. Ben, ça marche surtout pas avec des adolescents. Tu peux pas être paternaliste avec des adolescents.
Puis je pense que le système a besoin de se reconfigurer aussi, puis de dire, OK, la façon dont on travaille avec les enfants, puis la façon dont on travaille avec les adolescents, c'est pas du tout la même chose. Ça peut pas être les mêmes intervenants. Il faut une complètement différente formation. Puis il faut que les intervenants sachent comment partager leur pouvoir. Parce que la façon dont le système traditionnel fonctionne, c'est très paternaliste. Puis c'est exactement ça. C'est tu fais ça ou t'as rien. Puis tu dis ça à un adolescent qui va dire ben va-t'en de toi, comme c'est comme une recette pour avoir comme la défiance comme automatique. C'est pas du tout rencontrer les jeunes là où ils sont. Puis c'est comme si je trouve ça tellement comme bizarre que c'est comme tout le monde oublie que t'étais un teenager à un point, toi, comme tu te souviens pas c'était quoi, comment t'étais, comme tu voulais comme l'autonomie, tu voulais avoir du pouvoir, mais tu voulais aussi être capable d'être outillé, tu sais. Donc, il faut vraiment repenser comment on intervient avec les jeunes adolescents puis les jeunes adultes. C'est pas du tout la même chose qu'avec les enfants. Il faut une spécialisation d'une approche où ce que les intervenants sont vraiment formés, puis préférablement qu'eux aussi ont une expérience vécue. Parce que ça interpelle beaucoup aux jeunes quand que tu travailles avec quelqu'un qui comprend vraiment ton passage ou qui comprend d'une façon ton passage. Ça aide beaucoup aux jeunes de laisser tomber la méfiance qu'ils ont souvent. Puis je pense qu'il y a un travail à faire dans la formation au niveau comme universitaire, collégial, quand ça a à faire avec les travailleurs sociaux, les travailleurs, les jeunes. Il n'y a pas vraiment de programme de spécialisation. Je sais qu'il n'y en a pas ici au Québec, à McGill en tout cas, puis même pas à Concordia, qui cible vraiment sur le développement de l'adolescence puis de l'âge émergent à l'âge adulte. Puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes placés pour tenir compte comme des impacts des traumatismes. Donc, je pense qu'il y a de la place à améliorer les choses dans le monde académique aussi, dans le monde de formation, pour outiller les intervenants d'une façon beaucoup plus approfondie sur comment on interpelle les jeunes, puis comment on travaille ensemble avec eux pour les outiller. Je pense qu'aux travaux de Delphine, Colin Vézina avait à propos des traumas complexes qui a beaucoup aidé dans la formation aussi des intervenants. Mais tu sais, on parlait aussi tantôt des soutiens entre pairs et tout. Une des particularités au Québec, c'est qu'on n'avait pas vraiment, avant aujourd'hui, d'endroits où on pouvait socialiser entre pairs une fois sortis de placement. Dans d'autres provinces, ça existe. Et en France, notamment, là, moi, je m'inspire beaucoup des modèles des ADPAP ou des repères. Toi, tu étais aussi derrière le développement là, de l'organisme Care Jeunesse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, là, d'où vient aussi ce projet-là? Et puis, après, tu as créé My Casa aussi, donc peut-être nous parler un petit peu de ce projet-là. Oui, donc je dirais mon implication avec la défense d'intérêt et les réseaux de soutien par et pour les pairs, ça a commencé au Nouveau-Brunswick. Donc, le réseau des jeunes prises en charge au Nouveau-Brunswick, ça a fait établir en 2010, je pense, puis j'étais une des premières membres de ce réseau-là. Puis, on a fait ensemble des auditions à l'Assemblée législative à Fredericton en 2012 devant les politiciens, les ministres, le premier et tout ça. Puis, on a fait des recommandations après qu'on a partagé nos histoires. Puis, c'était vraiment un événement qui m'a impacté beaucoup puis qui m'a inspiré de vouloir poursuivre mes études en doctorat. J'étais comme, wow, est-ce qu'on donne des opportunités comme ça aux jeunes? Comment tu changes qu'on pourrait faire, comme d'avoir leurs histoires d'entendu devant des politiciens, devant des caméras, ça m'a vraiment inspiré cette journée-là. Puis j'étais comme, OK, ben, je pense que je vais commencer à appliquer pour des programmes de doctorat. Donc, c'est comme ça que je me suis rendue ici à Montréal. Puis après, je dirais 1 an que j'étais ici, c'est mon superviseur, Nico Trocmé, qui est le directeur à l'École de travail social à McGill. C'est lui qui m'a mis en rapport avec Care Jeunesse. Donc, Care Jeunesse venait tout juste de commencer. Je pense qu'il était comme peut-être 1 an et demi qui se rassemblaient ensemble.
comme comité administratif bénévole. Il n'y avait pas d'argent du tout. Puis, j'ai commencé à m'impliquer. Je suis devenue membre du conseil administratif pour 2 ans. Puis, on a vu l'organisation a vraiment bougé, je dirais, dans les dernières quelques années où ils ont commencé vraiment à avoir du financement puis être capable d'engager du staff et tout ça. Puis moi, c'est ça, je crois beaucoup dans les réseaux de soutien pour les jeunes pris en charge. Je pense que c'est là que les jeunes peuvent vraiment trouver une place où ils ont un sens de communauté, un sens d'appartenance, puis un sens de valeur aussi. Puis je pense aussi qu'ils peuvent réaliser que, hey, j'ai pas besoin de passer ma vie de me sentir comme une victime ou me sentir comme une bébite ou comme une brebis noire ou whatever, comme un outcast, que vraiment, comme j'ai quelque chose à contribuer, puis ma voix, ça peut faire une différence. Puis ça peut faire une différence, soit que, je donne un support à un père ou que je parle aux médias ou que je parle aux politiciens. Il y a toujours un rôle à jouer, quels que soient tes intérêts, puis que c'est confortable avec. Il y a une place pour tout le monde. Ça vient vraiment me chercher, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu vois, avant de rencontrer les gens dans EdGep, j'avais commencé à m'impliquer à l'Université de Montréal dans plusieurs projets de recherche, puis aussi, j'offre des témoignages là, à partir de c'est quoi mon cas, là, côté maladie, puis tout, à des étudiants en médecine. Puis tu sais, pas, moi, je m'en allais dans ces comités-là, dans ces ateliers-là, puis j'étais, comme tu dis, la bébite de la place, là. La fille weird, là, la fille vraiment bizarre qui clash avec tout le reste du monde. Puis ça m'a fait tellement du bien, justement, de rentrer dans un groupe où on était tous un peu weird à notre façon, tu sais, puis qu'il y avait de la place pour ça, puis que les gens étaient outillés pour gérer les débordements quand il y en avait, tu sais. Fait que ça a vraiment été aidant, justement, pour essayer de diminuer le genre de fardeau qui vient avec cette étiquette sociale-là. Puis après ça, suite à ça, j'ai été capable de comme mettre un peu cette représentation-là que j'avais de moi-même de côté, puis d'essayer de développer tout ce qui est volet académique, les compétences, autant savoir-être, savoir-faire, pour essayer d'avoir l'air un peu moins bizarre, tu sais, mais de garder quand même un petit quelque chose là-dedans, là. Ben, c'est correct d'être weird. C'est il n'y a pas rien de mal d'être weird. C'est ça. Ça m'a aidé à sortir un peu du moule, mais en même temps de garder mon cœur de pierre, si je peux dire comme ça. Puis je voulais savoir, concrètement, les 8 piliers que tu as répertoriés, c'est quoi? Bon, les 8 piliers, je vais les nommer, mais vous pouvez les voir dans le rapport. Il y a des belles couleurs associées à chaque. Le premier, c'est le volet financier. Puis celui-là, c'est un pilier de base. Même si ils sont tous interconnectés, celui-là, c'est qu'il manque du financement dans tous les autres piliers, ça va pas fonctionner parce que les jeunes sont pauvres, ils sont pas capables de payer pour tous les supports dont ils ont besoin. Donc, le volet financier, c'est très important. Il faut avoir un soutien financier dans tous les autres piliers. Le deuxième, c'est éducation et développement professionnel. Le troisième, le logement. Le numéro 4, relations. Le numéro 5, culture et spiritualité. 6, santé et bien-être. Le 7, plaidoyer et droit, un peu ce qu'on parle des réseaux de jeunes pris en charge. Et 8, le développement émergent à l'âge adulte. Donc, la phase développementale que tous les autres jeunes qui sont pas dans le système peuvent bénéficier d'eux dans la population générale ou ce qui font une transition graduelle et lente pendant plusieurs années entre les âges de 19 ans et 29 ans, que les jeunes pris en charge, c'est quoi ça? Comme ils skippent une phase développementale qui est super importante pour leur développement cognitif et tout ça, mais aussi émotionnel, psychologique. Puis après ça, on est surpris qu'ils font pas bien, comme quoi? Donc, ouais, ça, c'est les 8 piliers. Puis, il faut vraiment qu'ils soient adressés d'une façon holistique. Les jeunes ne sont pas des silos, ne sont pas des morceaux de puzzle. Donc, il faut que leurs besoins se fassent adresser comme ils sont une personne complète. Puis, tu sais, le dernier pilier que tu comptes, moi, ce que ça résonne, là, c'est que moi, ma famille, chez nous, il y avait de la violence, là.
surtout psychologiques envers moi. Mon père pétait des estis de coche. Puis quand je suis sortie de placement, eux autres, ils m'ont dit, ben là, on n'a plus de place, fait que tu retournes dans ta famille. Fait que c'est comme si j'ai pogné un esti de gros mur. Puis là, j'étais comme lâchée dans la nature, là, lâchée lousse, là, parce que je voulais rien savoir de retourner chez mes parents. J'avais essayé 6 mois, ça marchait pas. Fait que c'est comme, oui, en plus de ça, d'être pris vraiment pour te débrouiller tout seul, ben, tu sais, nos générations, peut-être que là, ça a changé, mais en tout cas, plus ça change, plus c'est pareil, là. Mais, tu sais, t'as un cerveau en développement, puis en plus, pour essayer de t'aider, parce que tu penses que ça t'aide dans ce temps-là, tu sais, on tombe beaucoup dans les problèmes de consommation, que ce soit du weed ou d'autres substances, tu sais. Puis c'est fou, là, à cette heure que j'ai arrêté de consommer du pot, je réalise à quel point ça impacte beaucoup notre développement puis notre capacité à raisonner. Tu sais, quand tu consommes à tous les jours, tu t'en rends pas compte. Puis quand tu arrêtes, ça peut prendre 1 an avant de revenir normal, là, vraiment avant de te ressentir solide puis de comme plus te sentir affecté par la substance puis par le down que ça peut causer quand tu arrêtes d'une shot. Fait que tu sais, c'est plein de choses qui s'additionnent ensemble qui font en sorte qu'on n'a comme pas le droit à ce développement-là normal que les autres jeunes adultes ont en temps Ouais. voulu. Mais cette phase-là de transition à la vie adulte pour les jeunes de la population générale, c'est un temps d'essai-erreur. C'est un temps de tomber, retomber, se reprendre et tout ça, d'apprendre les leçons, maturer et tout ça. Donc, quand tu fais ça en situation de crise puis que t'es pas prêt puis t'es pas outillé, ben, c'est pas surprenant que ça va pas se bien passer. Puis c'est pas surprenant que les jeunes, comme on dit en anglais, self-medicate, comme tu sais, qu'ils vont essayer de trouver des outillages, ce qu'on leur donne pas. Mais je pense aussi que c'est important, comme on le dit dans le document des normes équitables, puis aussi dans le modèle d'évaluation qui va sortir ce jeudi, qu'il faut vraiment avoir une approche individualisée quand ça a à faire avec l'utilisage des substances, la consommation et tout ça, puis que c'est vraiment basé sur la réduction des méfaits, parce que certaines approches travaillent pour certaines personnes et autres, ça marche pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche où on vraiment rencontre le jeune là où il est, puis qu'on le fait sans jugement. Qu'on les informe aussi, qu'on les éduque. Tu sais, souvent, quand on est surtout dans les centres jeunesse, qu'on aborde ces sujets-là, que ce soit la consommation ou même les relations sexuelles, je veux dire, c'est des sujets qu'on dit souvent tabous, qu'on évite, parce que les intervenants ont souvent peur des dérapages ou ils savent pas, sont pas à l'aise d'en parler. Donc, c'est souvent des sujets qu'on n'ose pas, qu'on peut pas aborder, en fait, puis on a un besoin. Si on fait juste penser, là, on parle de la consommation, je veux dire, les jeunes de la population générale vont expérimenter, vont avoir des essais et erreurs dans des parties avec des amis et tout. Chez les jeunes qui sont placés, souvent, c'est plus difficile, voire impossible de vivre ces expériences-là, mais aussi des relations sexuelles, je veux dire, ça fait partie du développement aussi, puis des besoins des jeunes. Puis récemment, j'étais en rencontre avec les comités d'usagers, puis dans une région, ils sont en discussion avec le contentieux de la DPJ à savoir si ils pourraient autoriser les jeunes filles qui ont fait la demande d'avoir accès à des objets sexuels. Je veux dire, ça fait partie quand même des besoins des jeunes. Ben oui, On dénonce justement le manque d'intimité relié au gardien de nuit qui vient souvent, puis justement les jeunes filles qui expriment leur besoin d'explorer leur corps, d'apprendre à se découvrir et tout, puis que là, on essaye de leur bloquer l'accès à des objets sexuels. Puis il y a 2 principales raisons là, qui sont sorties, que j'ai compris du contentieux, puis ça m'a vraiment surprise. Il y en a une que c'était concernant la salubrité des matériaux, comment ils vont les laver. C'est quand même assez fou. Des workshops, comme je sais pas, enseigne les jeunes comment... Il y a des solutions, là, tu sais. Puis la deuxième, c'était vraiment aberrant, là. C'était comme, mais il y a un risque au niveau de la sécurité des autres résidents parce que ça pourrait devenir une forme d'arme blanche, tu sais. Puis j'étais comme, mais voyons donc!
Tu sais, on est rendu là dans la gestion de risque. Mais c'est rendu qu'on criminalise les jeunes. Même avant que rien se passe, on les institutionnalise comme s'ils sont en prison, puis on les traite comme des prisonniers. Donc, ces dynamiques-là, c'est exactement des dynamiques de prison, ça. Après ça, on est surpris que les jeunes ont des troubles de comportement, puis ils veulent pas collaborer avec le système. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses sociétales, des préjugés, des choses morales, ce qui est considéré moral et tabou et tout ça, qu'il faut vraiment qu'on décortique tout ça parce que ça n'a pas de place dans les systèmes de services sociaux et surtout pas avec des jeunes qui sont en plein développement puis qui recherchent des mentors pour les enseigner, pour les outiller. Puis je pense que l'inconfort des intervenants, ça devrait être la dernière priorité de ces interventions-là. Puis si il y a un inconfort tellement fort que ça les prévient d'être capables de rencontrer des jeunes là où ils sont, là, il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont besoin d'avoir une formation super approfondie parce que... Puis aussi, je pense que ça vient d'une façon de où ce que les gens sont socialisés dans la population générale concernant la sexualité et tout ça. Ça comme déclenche quelque chose dans les gens, les intervenants, parce qu'eux autres aussi, ils sont peut-être faire dire que certaines choses étaient tabous, puis il fallait qu'ils cachaient et tout ça. Donc, on a du travail à faire, hein? Puis, tu sais, même au-delà de la sexualité, la semaine passée, on a reçu un jeune qui, lui, nous expliquait que c'est sûr qu'il était pas, il avait 45 ans, fait que ça date de longtemps, mais moi, je sens qu'il y a encore ça quand même en ce moment dans les services, c'est-à-dire que les émotions, les intervenants, il y en a beaucoup qui veulent juste pas que tu en ailles. Ils t'apprennent pas à les gérer, ils t'apprennent à les éviter. Faut que tu sois un bon petit enfant, puis tu sois tout le temps content. Puis si t'es pas tout le temps content, t'es méchant, puis on va te punir, puis on va t'ostraciser, puis on va te traiter comme de la merde pour que tu finisses par rentrer dans les attentes qu'on a envers toi. Tu sais? Fait que juste ça, là, c'est basic, là. Être capable de reconnaître ses émotions puis de les canaliser efficacement dans quelque chose qui est constructif, là, c'est la base de tellement de choses. Puis après ça, on s'étonne avec les statistiques de jeunes qui prennent des antidépresseurs puis des médicaments à gauche, à droite pour essayer de ressentir moins leurs émotions. Je pense que c'est une culture comme qui se nourrit dans le système aussi où ce que les intervenants se font dire la même chose aussi, hein? Où ce que t'as pas le droit d'avoir des émotions, faut pas t'apporter ça chez toi, on n'en parle pas, blablabla. Donc, je pense que le système crée ce cercle vicieux-là, hein, où ce que les intervenants régurgitent ce qu'ils se font dire aux jeunes et vice-versa. Ça continue. Donc, il faut aussi, je pense, avoir un changement de culture, comment on prend soin des personnes qui prennent soin des jeunes. Parce que si c'est pas sain, ça va pas être des bonnes interventions envers les jeunes non plus. Donc, je pense qu'on a besoin de faire un travail là-dessus où ce que les intervenants ont du counseling gratuit, ont des debriefings, ont des groupes de sport par les pairs et tout ça pour vraiment faire du troubleshooting, essayer d'avoir des solutions. Je pense qu'il y a un gros manque. Puis ça crée des environnements toxiques où il n'y a personne qui veut montrer d'émotions, personne processe leurs émotions. Puis je pense aussi d'avoir des approches qui ne sont pas ancrées pour tenir compte des traumatismes des jeunes. Ça perpétue aussi ces environnements toxiques-là parce que si que tu es formé puis tu as des connaissances approfondies sur les symptômes de traumatisme, les impacts de traumatisme, tu vas pas aller dire à un jeune, sens pas tes émotions. Comme tu vas être comme oh wow, c'est bien que tu sens tes émotions, c'est super. Comme c'est comme laisse-moi comme tu sais t'ancrer un peu plus pour que ça soit un petit peu plus productif, mais yes, sens tes émotions. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des normes équitables puis du modèle d'évaluation aussi. Il faut avoir toutes les formations des intervenants qui travaillent avec les jeunes pris en charge pour vraiment que ça soit ancré dans des approches qui tiennent compte des traumatismes. Puis, tantôt, un peu, quand on se parlait avant de démarrer le podcast, tu me disais que
Tu as essayé d'aller influencer un peu ce qui se faisait au ministère, la politique au Québec. Comment ça s'est passé? Je, je dirais la bureaucratie ici au Québec, c'est quelque chose d'unique. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Puis il y a des postes, je sais pas, c'est des nouveaux postes qui se font créer, des nouvelles positions et tout ça. Puis comme il faut raconter la même chose à quelqu'un d'autre. Et ah non, c'est pas moi qui est responsable pour ça, c'est cette personne-là. En tout cas, il y a beaucoup de cheminement à faire pour trouver la bonne personne à qui parler ici au Québec. Je pense aussi la réalité linguistique au Québec, c'est quelque chose d'unique aussi, où il y a comme une division entre les anglophones et les francophones et les besoins des groupes qui se font pas comme entendre. Au Nouveau-Brunswick, nous autres, on est la seule province qui est officiellement bilingue, donc il fallait automatiquement travailler dans les deux langues. Je pense que ça, c'était comme quelque chose qui était bien parce que ça réunissait au lieu de diviser. Mais ici, il y a une particularité, surtout quand il n'y a pas de choix, il y a des jeunes anglophones et ils doivent se faire desservir à travers ce cadre ici au Québec. Ça peut être difficile. Mais je pense aussi essayer de contacter les gouvernements ici au Québec, puis que je travaille d'une organisation qui est à Ottawa. Je pense que des fois, ils sont comme, je sais pas, comme, je sais pas s'ils sont comme super intéressés de se faire dire quoi faire par une organisation qui est située à Ottawa. Mais c'est pour ça que j'essaie d'impliquer le plus possible des personnes ou des organismes qui proviennent d'ici au Québec pour vraiment renforcer la défense des intérêts qui se fait déjà ici au Québec. Mais je dirais que on se fait souvent dire oui, on croit ce que vous dites, c'est bien votre travail et tout ça, mais là, il n'y a pas de suivi qui se fait. Donc, la rencontre peut être comme positive, mais il n'y a pas rien de concret qui se passe après. Même quand on fait des demandes très, très concrètes, où ce qu'on est comme, ce que vous disiez que la loi 64.1 s'applique pendant la pandémie aux jeunes placés, est-ce que vous pouvez faire une directive publique, un communiqué de presse, quelque chose qui est public pour que les jeunes aussi soient au courant, qu'ils ont accès à ce droit-là, puis il n'y a pas vraiment rien qui s'est passé. Puis je sais que la Commission des droits de la personne, on fait aussi de la pression envers le ministère concernant ça, le moratoire et tout ça, puis qu'ils n'ont pas vraiment répondu à les demandes de la commission non plus. Donc, je pense que la bureaucratie, souvent, ça éloigne les décideurs de ce qui se passe sur le terrain. Donc, le plus de niveau de bureaucratie qu'il y a, puis on a beaucoup ici au Québec, surtout dans le système de santé et services sociaux. Services sociaux, c'est comme le petit point dans le gros système de santé qui se fait vraiment pas donner priorité. Puis je pense que même si ils ont des bonnes intentions, des fois, les directives et tout ça qui doivent se faire se font pas. Et puis il y a pas un sentiment d'urgence autant qu'il devrait avoir. Mais il y a aussi, comme tu l'expliquais, que au niveau de la commission et des défenseurs, mais au niveau du ministère, il y a santé et services sociaux qui sont ensemble. Donc, oui, on est très dilués, les services sociaux, dans la grande machine de la santé. Ouais. Il y a juste un petit volet services sociaux, puis c'est très difficile, depuis aussi les fusions qu'il y a eu avec la réforme, de vraiment bien comprendre les budgets alloués spécifiquement aux jeunes dans les programmes, des jeunes sous la DPG aussi. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux, comme tu expliques. Puis là, on rajoute des couches de plus avec des nouveaux postes. C'est clair que ça ajoute beaucoup d'enjeux. Puis au niveau des fonctionnaires aussi, il y a beaucoup de roulements. Il y a beaucoup de gens qui sont là de manière à être carriéristes. Donc, il y a quand même beaucoup de roulements au sein de la fonction publique. Les gens qui quittent, donc les dossiers qui doivent être repris. Donc, on recommence un peu le travail. Là, pour l'instant, on va voir si le fait d'avoir un gouvernement qui a été réélu va aider à la stabilité d'un projet de réforme très minime, mais bon, il y a quand même des chantiers qui sont en cours entourant la commission Laurent. On peut peut-être pas parler d'une grande réforme en profondeur, mais il y a quand même une réforme qui se trame, si on peut se permettre comme ça.
Mais je pense que quand il y a plusieurs personnes, plusieurs organismes, donc c'est pas juste une personne ou un organisme qui fait tous les efforts de défense d'intérêt puis de faire des demandes pour changement, quand c'est plusieurs, c'est une grosse communauté, puis ça résonne fort, puis qu'il y a aussi de l'engagement public, parce que je pense que le public doit aussi être informé. Ça met beaucoup plus de pression sur le gouvernement d'avancer les choses. Donc, moi, je crois beaucoup dans les réseaux de soutien par et pour les pairs, de vraiment laisser leur voix résonner, de faire des campagnes médiatiques et tout ça, puis vraiment de mettre les ressources ensemble pour faire entendre les voix, vraiment avoir ça de résonner. Puis je pense aussi d'avoir une implication au niveau national, puis que de dire, hey, garde, là, il y a, tu sais, par exemple, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui ont déjà donné leur commitment pour piloter le modèle d'évaluation, puis ils l'ont même pas vu encore. Ils nous ont envoyé un courriel cet été, après qu'on a fait des consultations au printemps sur le modèle d'évaluation, puis ils nous ont dit, ah ouais, nous autres, on va le piloter. Donc, l'initiative, puis le courage aussi. Puis je pense que des fois, de dire, hey, regarde qu'est-ce que les autres provinces font ou qu'est-ce que d'autres organismes font, c'est le temps de vraiment prendre le leadership ici aussi, puis d'avoir le courage de vraiment faire un changement qui est plus que des petits programmes, c'était là. Puis plus que patcher à gauche à droite, parce qu'on est bon là-dedans à patcher quand il y a des problèmes, puis quand on se ramasse dans les médias. Mais quand tu patches, il y a tout le temps, ça va couler quelque part d'autre. Comme tu peux pas, faut tout réparer. Tu peux pas juste faire des patchs ici et là, puis ça coule. Puis dans le fond, par rapport à ta trajectoire personnelle, je voulais savoir un peu plus, qu'est-ce qui t'a amené à être placée avec les services de protection de l'enfance? Donc, moi, j'ai quand même eu une situation unique où ce que je voulais me faire placer. Je pense pour la plupart des jeunes, c'est comme complètement pas à leur gré, puis ils savent même pas qu'est-ce qui se passe, comme pendant que ça se passe. Moi, j'ai dû demander au système de me placer pour au moins 8 mois avant que je me suis fait placer. J'étais dans un culte ou dans une secte religieuse assez extrémiste. Puis, je voulais m'en sortir parce que c'était vraiment affreux. Il y avait plein d'abus qui se faisaient comme physique, psychologique, sexuel, tout ça. Puis, il y a plein d'exemples, même ici au Québec, de sectes religieuses où il y a eu des grosses drames puis des situations affreuses, puis même d'implication dans le système de DPJ. Moi, c'était une communauté quand même assez cachée. Au Nouveau-Brunswick, puis j'étais la première de mon cas au Nouveau-Brunswick, puis le système savait pas quoi faire. Puis je pense qu'il y avait peur d'aller contre la liberté religieuse de mes parents, donc ils ont pris comme 8 mois avant d'intervenir, puis j'ai dû impliquer la police et tout ça. J'ai dû vraiment faire comme un gros drame, là, puis orchestrer tout ça, puis faire un stand-off avec mes parents, avec la police et tout ça, comme c'était quand même... C'était quand même beaucoup de travail de mon côté pour être capable d'être placée, mais je voulais m'enfuir de la situation où j'étais dedans. C'était très pénible pour moi. Donc, j'ai réussi à convaincre le système de me placer une fois que j'ai impliqué la police. Puis, on m'a placée avec des parents d'une de mes amies à l'école. J'ai quand même déménagé plusieurs fois dans mon parcours. J'ai déménagé 6 placements. J'avais quand même comme des réalités que les familles d'accueil n'étaient pas prêtes à gérer, comme j'avais un choc de culture, où ce que j'avais pas le droit de rien faire avant, comme j'avais pas le droit de me couper les cheveux, de porter des pantalons, de porter des bijoux, écouter la musique non chrétienne, plein de choses, où ce que comme vraiment c'était considéré comme le monde du diable, le monde général. Puis moi, j'avais comme un choc de culture parce que maintenant, j'avais toutes sortes de libertés. Puis j'avais quand même comme des choses internalisées que je m'avais fait socialiser comme si ces choses-là, c'était des choses du diable puis que j'allais à l'enfer, parce que je faisais des choses comme ça. Ça m'a pris du temps, moi aussi, pour comme m'intégrer dans la société normale. Les familles d'accueil n'étaient pas trop équipées pour m'accompagner dans ce up and down de cette libération-là. Donc, j'ai déménagé beaucoup de fois. J'ai aussi eu des placements qui n'étaient pas des bons placements du tout. Je me suis faite agresser.
sexuellement dans 2 de mes placements, mais je me suis enfuie, comme j'ai pas resté, là. Je les ai signalés et tout ça, mais ça n'aurait dû pas être des conditions de placement du tout. Donc, ouais, j'ai passé, je dirais, un parcours dans le système pas stable, mais quand même, j'avais un réseau de soutien super fort. C'est ça qui m'a vraiment aidé à survivre presque toute ma vie, je dirais, où ce que j'avais tellement des bons amis, des amis même comme qui m'ont aidé à m'enfuir, comme puis appeler la police pour avoir un stand-off de chez eux, comme et tout ça. Des amis qui vraiment allaient loin là pour moi, puis leurs parents aussi, où ce que je me sentais jamais comme si j'étais toute seule, comme j'avais tout le temps quelque place à aller pour Noël, pour les fêtes et tout ça, puis j'avais tout le temps comme des sleepovers avec mes amis, puis même mes profs à l'école aussi. C'était une de mes profs qui m'a laissé savoir que c'était une option d'aller parler à une travail social de ma situation, parce que je restais souvent après l'école. Puis elle disait, c'est pas normal, toi, tu fais des A+, pourquoi tu restes après l'école? J'étais comme, ben, je veux pas m'en aller chez nous. Puis là, je me suis rouvert un peu à elle. Puis elle dit, tu sais que tu peux aller parler à travail social à l'école, hein? C'est pas normal, ça, là. Tu peux te faire placer dans un foyer d'accueil. Puis en tout cas, vraiment, moi, c'était mes amis, mes profs à l'école, mes enseignants, les parents de mes amis qui m'ont vraiment aidé à survivre, puis aussi à m'épanouir dans mon parcours, parce que j'ai toujours fait bien à l'école. L'école, c'était comme quelque chose que j'aimais beaucoup, clairement. Je me suis rendue au niveau de doctorat. J'étais un petit peu nerd, comme on dit, là. Ben, dans le fond, tu as fait vraiment juste des familles d'accueil? J'ai juste fait des familles d'accueil. J'étais dans une région quand même super rurale. On n'avait pas vraiment des foyers de groupe. Les foyers de groupe étaient comme dans des villes beaucoup plus éloignées. Puis, j'ai été chanceuse où j'ai été capable de rester dans certains placements avec des amis d'école ou avec famille élargie comme une tante. Mais ça n'a pas tout fonctionné non plus. OK. Parce que moi, je te demandais ça parce que tantôt, tu as mentionné avoir fugué. Puis si tu aurais été au Québec puis tu aurais fugué, là, d'après moi, tu aurais été direct en centre jeunesse. Ah, probablement. Oui, oui. Moi, je trouve ça affreux, le système ici au Québec. On dit, on n'a pas vraiment de prison pour les jeunes ou on essaye de pas incarcérer les jeunes, mais je trouve que ces centres jeunesse-là sont comme des prisons. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Puis ça tient pas compte, de la situation des jeunes, des traumatismes. On cherche pas à dire, ben, pourquoi tu t'enfuis? Comme, c'est pas quelque chose qui dit, ben, je vais m'enfuir. Comme, c'est pas facile de s'enfuir ou, il y a quelque chose qui déclenche ça à un point où tu es tellement desperate qu'il faut que tu t'enfuisses. Il y a un événement déclencheur, puis on ne demande pas aux jeunes, on n'essaie pas d'aller à la base de c'est quoi qui a déclenché ça, c'est quoi les émotions que tu te sens, c'est quoi les problématiques. On dit non, fais pas ça parce que sinon tu te fais punir puis tu te fais enfermer. Bye. Puis c'est vraiment comme, c'est la criminalisation, ça. C'est l'institutionnalisation des jeunes. Puis ça va complètement à l'encontre de ceux qui ont besoin développementalement. Puis aussi des jeunes qui sont traumatisés. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est de se faire enfermer dans une chambre avec pas de fenêtre. Puis toi, quand tu t'es enfui, comment est-ce qu'ils ont géré la situation au Nouveau-Brunswick? Ben, moi, je me suis enfuie après que ça, c'était comme 8 mois de back and forth avec les TS et tout ça. Puis, ils ont comme, on sait pas, tu sais, puis ils ont essayé de, comme, négocier avec mes parents. Ben, peut-être tu peux la laisser porter des pantalons à l'école, puis peut-être elle n'a pas besoin d'aller à l'église avec vous autres. Puis, ma mère était comme, non, non, comme, tu sais, puis ils ont comme, OK. Ils t'ont pas trop comme, tu sais, puis j'étais comme, ben, vous devriez avoir une investigation comme essayer de chercher dans la maison parce qu'il y avait des straps de cuir qu'ils nous fouettaient avec. Puis j'étais comme, tu sais, il y a des causes comme pas, c'est pas juste psychologique, là. C'est comme physique aussi, tout ça. Puis comme, c'est pas parce que la liberté religieuse, c'était pas commun. Le cas colombien, j'étais le premier. Donc, ils savaient pas comment du tout intervenir. Il y avait peur d'intervenir. Donc, quand j'ai fugué, j'étais encore chez nous, chez mes parents. Quand j'ai fugué parce que je voulais la police vienne, puis je voulais, comment est-ce qu'on dit ça, escalated, je voulais comme vraiment
apporter l'attention d'une façon plus sévère, mais vraiment les faire prendre ça au sérieux. Parce que je trouvais qu'ils prenaient pas assez ça au sérieux. Puis la police l'a pris au sérieux. Le policier qui est venu, là, il a vu ma mère, comment elle était comme. Elle a des problèmes de rage, puis elle disait toutes sortes de discours évangéliques, puis qui faisaient pas de sens. Puis il était comme, wow, OK, là. C'est sérieux. Ouais. So, ouais, je pense que c'est pas tout le monde qui a une expérience positive avec la police. Je pense que la couleur de ma peau, peut-être, a aussi a eu une influence dans mon expérience, mais le policier m'a vraiment comme cru. Puis il a pris ça au sérieux, puis il a dit dans quelques jours, là, on va te chercher, puis tu vas être placé. Donc, ça fait bouger les choses. Mais j'ai dû orchestrer tout ça moi-même, là, avec mes amis d'école, puis leurs parents. Puis hey, je m'en demandais beaucoup d'eux autres. Là. J'étais comme, garde, il va falloir comme vous barricader, puis ma mère va crier toutes sortes d'affaires, il va falloir appeler la police. Puis ils ont dit, OK, ouais. Puis de te retourner chez vous, puis de te dire, on va retourner te chercher, il y a quand même aussi un grand risque de te retourner parce qu'il aurait pu t'arriver malheur, là. Ah ouais. Aussi, ouais. Le fait que tu l'aies dit, puis tout. Ouais. Mais à cause on était dans une petite place rurale, puis c'était un vendredi, c'est pas vraiment ouvert le week-end. Ça fallait que j'attendais jusqu'à lundi. Mais ouais, c'était vraiment, je dirais, une situation quand même pas commune. C'est pas tous les jeunes qui sont comme, s'il vous plaît, sortez-moi! Comme, moi, j'étais comme, je demandais comme, écoutez-moi, placez-moi, s'il vous plaît. Donc, je voulais être placée dans le système. Puis, quand tu as été placée, avais-tu besoin des besoins santé physique, santé psychologique? Est-ce que tu avais besoin d'un suivi particulier pour des problèmes? On parlait tantôt des traumas. As-tu un suivi pour ça pendant que tu étais placée? Non, pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, il n'était pas équipé même pour intervenir dans ma situation. Il n'était certainement pas équipé pour m'accompagner après. Puis ça, c'est une autre chose aussi que dans le travail que je fais présentement, c'est vraiment de dire les jeunes ont besoin de se faire suivre beaucoup plus souvent qu'à tous les 6 semaines. Là. Ça devrait être chaque semaine, puis plein de temps, comme 1-à-1 avec leurs intervenants, puis de vraiment être connecté aux services et support dont ils ont besoin. Moi, j'ai pas eu de thérapie tout le long que j'étais placée. Je sais que les choses ont changé depuis de mon temps, ou que c'est un service qui est plutôt comme offert si les jeunes le veulent, mais moi, ça m'a pas été offert du tout. J'en aurais eu vraiment besoin parce que moi, j'étais complètement traumatisée, le choc de culture, comme que je mentionnais, puis aussi, j'étais victime d'abus physiques, sexuels, psychologiques, tout ça. Donc, ça m'aurait aidé. Mais non, j'ai pas été offert ces services-là pendant que j'étais placée. J'ai dû commencer ça par moi-même une fois que j'étais adulte. Puis, je suis encore en thérapie. Je serai en thérapie probablement pour le reste de ma vie. Mais je pense que placé ou pas, la thérapie, c'est bon pour tout le monde. Je pense que tout le monde devrait être en thérapie, incluant les intervenants. Puis justement, quand tu es sortie du système, ta transition à la vie adulte, comment ça s'est passé? C'était tough. C'était vraiment tough. Dans le temps, moi, j'ai sorti du système en 1998, en tout cas. Dans le temps, il n'y avait aucun programme pour offrir des supports post-majorité au Nouveau-Brunswick. Puis ma TS, c'était comme bizarre. Elle a fait des choses comme des bris d'éthique, là, que si j'aurais su dans le temps que c'était... Je savais qu'il y avait quelque chose comme qui cliquait pas, là. J'étais comme, c'est bizarre, ça. Mais si que j'aurais su que j'avais des recours, que j'aurais pu comme mettre des plaintes contre elle, je l'aurais fait. Parce qu'elle a fait plusieurs choses où j'étais comme, voyons, là. On m'a donné un budget, je pense, 800$, 1000$, je me souviens pas. C'était quand même pas beaucoup. Puis, je déménageais 3 heures du petit village où j'habitais à une ville pour poursuivre mes études au post-secondaire. J'avais pas de crédit à mon nom. J'avais jamais ouvert des billes d'électricité puis tout ça. J'avais jamais loué un appartement et tout ça. Donc, la 1000$, c'est parti vite, là. c'est parti... J'avais même pas de sofa, j'avais pas rien. J'avais un matelas, puis mes sacs de poubelle, là, fameux, que ça t'apporte partout avec toi pendant que t'es placé. C'est ça que j'avais, puis c'est ça que j'apportais avec moi. Heureusement, j'avais des colocs, ça m'a sauvée aussi. Des colocs qui étaient des amis proches. Mais j'arrivais à des moments où j'avais
pas d'argent. Puis, avant que j'ai commencé l'école, j'ai contacté ma TS, puis j'ai dit, gars, j'avais avoir besoin de plus d'argent, puis j'ai même pas d'argent pour acheter mes livres. Puis, j'ai payé pour ma tuition avec mon petit, bourse d'études, prêt étudiant, puis c'est presque toute partie. J'ai même pas de sofa, je m'assieds à terre, j'ai rien. Puis, elle a commencé à me crier après sur le téléphone. Puis elle dit, ah, t'es tellement pas responsable, tu sais pas comment faire un budget. Personne m'a appris comment faire un budget. Je sais pas ce qu'elle était au courant qu'il fallait que je donnais plein de dépôts à cause j'avais pas de crédit à mon nom, puis j'avais pas de référence pour louer une place. Tout ça, là, c'est parti. Il fallait que je donnais un dépôt de comme 400$ pour avoir l'électricité, 400$ pour avoir un téléphone. Il fallait que je donnais un damage deposit au Nouveau-Brunswick, c'est légal, ça. Il fallait que je donnais ça plus 1 mois, 2 mois de rent, ça, au premier dernier. Donc, c'était parti, là. Plus j'ai payé quelqu'un pour me déménager, comme donner du gaz. C'était parti. Puis elle a commencé à me chialer après, puis elle a dit, on n'a plus rien, on ne te donne pas rien, puis t'es irresponsable, blablabla. Puis j'ai dit, je l'ai envoyé chier, moi. J'étais tellement frustrée parce que moi, j'étais comme la jeune modèle. J'étais valedictorian, j'avais fait des A+, j'avais une bourse d'études. Je faisais super bien considérant que j'avais déménagé 6 fois, puis que je m'avais fait agresser, puis tout ça, puis que je vivais des traumatismes et tout ça. Je faisais quand même assez bien. Je me débrouillais, tu sais. Je demandais pas pour grand-chose. Je demandais seulement pour de l'aide quand j'en avais besoin. Puis, ouais, de me faire dire ça, de me faire taper sur la main, puis j'étais comme, voyons, là. Puis j'ai envoyé chier, puis j'ai dit, fermez mon dossier, moi, je veux rien savoir. Je vais essayer de me débrouiller, puis si tu me traites comme ça, moi, je vais pas avoir de contact avec vous autres. Puis elle a dit, fine, puis elle a accroché. C'était comme, ouais, c'était tellement comme si tu parlais comme avec un ami à l'école, puis tu avais une chicane avec, là. Fine, comme ça. Comme, terrible. Je l'avais fait mal aux feelings. C'était comme, OK. J'ai pas entendu parler de personne pour un bon 8 mois après ça. Puis moi, j'ai passé à travers de plein de shit. Pendant ces 8 mois, j'ai déménagé comme 4 fois sur l'instabilité de placement à continuer avec moi pendant ma transition à la vie adulte, surtout la première année. J'avais pas d'argent, j'allais aux banques alimentaires pour me nourrir. Je faisais du couchsurfing avec des amis, par chance. Sinon, j'aurais été sur la rue, certainement. Puis ouais, 8 mois passent, puis j'ai eu un appel à l'université. La secrétaire de mon département dit, Mélanie, il faut t'appeler ce numéro-là, et on dit que c'est important. Puis j'étais comme, le numéro de Niguac, de où j'étais, puis j'étais comme, je me demande qu'est-ce que c'est. J'ai appelé, puis c'était une nouvelle TS qui avait pris les cas de ma vieille TS. Ma vieille TS était partie en congé de maladie ou maternité, je me souviens pas. Puis elle était neuve. Elle sortait juste de son programme, puis elle était pas, comment je disais ça, institutionnalisée. Ouais, institutionnalisée encore. Puis elle était comme, il n'y a pas de note dans ton dossier depuis 8 mois, puis ça comme fini abruptement. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu correct? T'es-tu encore à l'école? Clairement, c'est ce que tu m'appelles, mais où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, j'ai dit à ma TS que je voulais plus rien savoir, puis je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé, puis elle dit, ces notes-là sont pas dans le dossier. Mm-hmm. Puis elle dit, ça n'a pas d'allure, ça ne devrait pas avoir été fait comme ça. Puis elle dit, maintenant, on vient tout juste de passer dans la loi un programme pour supporter les jeunes après 19 ans pour leur premier degré à l'université ou au collège. Puis elle est venue me rencontrer. Elle a conduit 3 heures pour venir me voir la semaine d'après, puis pour m'expliquer le programme et tout ça. Parce que moi, j'étais comme, je sais pas, je peux continuer au postsecondaire si ça coûte de l'argent, puis je suis rendue aux banques alimentaires, puis je fais du couchsurfing, je peux plus, puis je pensais de devenir une nanny, comme une personne qui prend soin des enfants, mais qui vit avec la famille. J'avais signé avec une agence de recrutement et tout ça, puis je faisais des entrevues, puis je pensais de faire ça. Donc, je pensais, ça me donnera une stabilité, d'une façon. Puis, j'ai presque déménagé à Detroit pour faire ça. Puis, j'étais comme en série d'entrevues avec la famille qui voulait m'engager, puis qui ont prêt à m'engager.
Puis je les ai laissés savoir que j'avais la possibilité de continuer mes études toutes couvertes, comme c'était un programme, pas juste la tuition, mais comme, tu sais, ton loyer, tes grosseries, tout, avec une assurance médicale, tout ça. Puis genre, ben, tu devrais vraiment prendre l'opportunité. Puis on me dit, ouais, ça nous brise un petit peu le cœur que tu vas pas venir, mais je pense que tu devrais prendre cette opportunité-là. Puis c'est comme ça que je me suis rendue tout au bout. C'était grâce à ce TS-là qui était pas institutionnalisé, puis qui a vraiment pris à cœur ma situation, puis qui m'a cru, puis qui a conduit 3 heures de route qu'elle avait vraiment pas besoin de faire pour me convaincre de pas perdre d'espoir dans mes études, puis de continuer. Donc ça m'a aidé beaucoup, puis je pense qu'on a besoin de plus des TS comme ça. Des TS qui rencontrent littéralement là où que t'es, même si c'est 3 heures. En fait, tu sais, on a des programmes qui sont similaires à ça. Moi, je suis sur un programme comme ça, mais c'est juste ils appellent ça des déficiences fonctionnelles majeures qui y ont droit. Moi, j'ai une maladie chronique qui me donne droit à ça. Mais les jeunes qui sont de la DPJ ne sont pas considérés comme ayant une déficience fonctionnelle majeure, même s'ils ont de la misère à fonctionner dans leur quotidien dû à plein d'affaires. Mais c'est ça que le système est basé sur les déficits. Moi, je déteste ça, ce nom-là. Comme ça. C'est pas un nom qui donne l'espoir, ça. C'est comme on s'accroche tellement aux problématiques puis aux déficits des jeunes, puis c'est seulement dans ces circonstances-là ou dans ces contextes-là qu'on les sert, au lieu de dire wow, tu as du potentiel, puis tu as des rêves, puis tu as des objectifs, puis on va t'aider, puis tout y à les tenir. C'est comme, faut changer le discours, tu sais, pour que ça génère la confiance en soi, franchement, vraiment de base. Là. Comme des titres comme ça, puis des programmes comme ça génère pas la confiance en soi. C'est pas appealing. Non. Mais tu sais, d'un autre côté aussi, je sais qu'il y a le projet Clé, qui, lui, est vraiment plus axé pour la DPJ, pour accompagner les jeunes qui veulent aller dans le post-secondaire. Tu sais, fait qu'il y a de l'espoir, là. C'est un nouveau programme, là, même si moi, j'ai postulé pour être marraine. J'ai postulé en 2020. On m'a dit, on va te rappeler, on va te redonner des nouvelles. Puis, tu vois, j'ai pas eu de nouvelles. Ça avait été mis sur pause pendant un bout. Puis là, j'ai passé dans les craques du divan, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça. On a des beaux programmes, là, ça s'en vient, mais ça s'en vient pas vite. Pas vite, pas Ben, c'est ça, le sentiment d'urgence n'est pas là. Puis comme je pense, c'est là où ce que la voix des jeunes qui sont placés puis les anciens placés peut vraiment entrer pour comme raisonner ce sentiment-là d'urgence parce que c'est comme quand c'était jeune, là, le développement de la jeunesse, ça se passe vite. C'est comme dans un court délai comparé à toute ta vie. Donc, si tu manques cette période-là de comme 5 à 10 ans, tu manques l'opportunité de vraiment aider un jeune à s'épanouir en adulte stable, en adulte réalisé, épanoui, heureux et tout ça. Donc, il y a un sentiment d'urgence. Si tu attends 5 ans, c'est comme t'as manqué 5 cohortes, 2000 jeunes qui ont déjà sorti du système puis qui n'ont pas eu la chance de s'épanouir. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire aussi de vraiment élever nos voix pour qu'il y ait un sentiment d'urgence. Mais tu sais, j'ai souvent eu, en interagissant avec le ministère puis dans différents comités, qu'on a le syndrome de la tour d'ivoire au Québec. Mm-hmm. Ils sont dans leur petite bulle, dans leur petit environnement, puis essayer de les rendre conscients sur ce qui se passe concrètement dans la rue, dans les maisons, dans les foyers, ça prend tout. Même qu'est-ce qui se passe avec les médias, tu sais, comme là, on a eu la fillette de Granby, ça a traîné en longueur pendant des années. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme tout est au ralenti. Eux autres ils gouvernent, font leur petite affaire, ils essayent de faire avancer certains projets pour essayer quasiment de se donner bonne image, là. Mais comme tel, puis tu sais, ça change aux 4 ans, fait que c'est jamais qu'est-ce qui va vraiment aller au bout, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, moi, le syndrome de la tour d'ivoire, là, c'est quelque chose qui me préoccupe, puis je sais pas comment essayer de faire changer ça, autre qu'essayer de mettre des podcasts, puis de mettre nos histoires sur la place publique, tu sais, pour essayer de faire bouger les choses, tu sais. Je me demande comment, c'est quoi la cure, tu sais, pour ça?
Je pense pas qu'il y a de cure. Je pense que c'est du travail énorme. Je pense que c'est du travail à long terme parce que c'est un système qui est établi depuis des décennies puis qui est très ancré quand même dans des formes traditionnelles d'intervention, comme on parlait à tantôt, qui sont pas nécessairement ancrées dans les façons que les jeunes veulent se faire voir, veulent se faire entendre, veulent se faire aider. Donc, c'est un gros changement de culture du système qui se passe. Mais je pense aussi qu'il faut établir des processus de responsabilisation. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le système peut prendre leur temps, puis ils sont responsables à quoi, à qui, par rapport à quoi. Donc, c'est ça qu'on recherche à faire avec le modèle d'évaluation pour les normes équitables qui sort ce jeudi, où on veut établir un processus de responsabilisation puis vraiment offrir une démarche d'évaluation étape par étape qui permet aux parties prenantes de s'auto-évaluer où ce qu'ils sont présentement comme à la base à rencontrer les normes équitables et établir les soutiens clés qui sont nécessaires sous chaque pilier. Puis ça, on les énonce. C'est très clair qu'est-ce que les jeunes disent qu'ils ont besoin sous chaque pilier. Puis comment on peut se rendre où ce qu'on est équitable dans ces supports-là, puis de s'auto-évaluer, puis de faire des démarches pour faire un plan d'action concret pour rencontrer les lacunes qui sont là présentement et de rencontrer les normes équitables à travers le temps. Donc, le modèle d'évaluation, ce qu'on demande aux parties prenantes, on a un appel à l'action qui accompagne le modèle d'évaluation, puis on demande aux parties prenantes de s'engager à piloter le modèle d'évaluation parce que c'est le premier de son genre. On veut que les gens aient l'initiative, le leadership, puis le courage de prendre le premier étape, d'avancer à l'avance pour vraiment changer les choses d'une façon significative et systémique pour les jeunes. Puis si, mettons, les personnes responsables ne font pas leur job, qu'est-ce qui arrive avec ça? Moi, mon inquiétude, c'est, mettons, qu'il y a un plan d'action, il y a des personnes qui sont responsables de ça, mais là, ça ne se fait pas. Tu sais, je veux dire, il y a toutes des sanctions, va-t-il avoir quelque chose? Parce que moi, mon inquiétude par rapport à ça, tu sais, je vais donner un exemple. Au Québec, en ce moment, on a un recours collectif avec les centres jeunesse, OK? Mais qu'est-ce qui est visé par le recours collectif? C'est des institutions. Fait que là, mettons qu'ils sont déclarés coupables, puis qu'on nous verse de l'argent, qui va nous verser de l'argent? Ça va être les contribuables. Ça va être mis sur le compte de taxes et d'impôts des contribuables. Il y a des bonnes chances que ce soit ça. Là, cette semaine, ils ont sorti la poursuite par rapport à ce qui s'est passé à Granby, la fillette de Granby. Mais tu sais, ils vont-tu encore nommer des institutions puis que ça va être reflé sur le dos des contribuables ou ça va être des personnes physiques et non des personnes morales qui vont être obligées de payer? Tu sais, moi, c'est un peu ça ça va être une manière quand même peut-être de tasser la responsabilité, de la mettre sous le tapis, là. Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'essayer d'avoir une responsabilisation des gouvernements. Certainement, poursuivre les gouvernements, les ministères d'une façon comme légale, ça peut être une méthode. Puis des choses qui se font aussi au fédéral concernant ça pour les jeunes autochtones et le gouvernement fédéral. Je pense que ça devrait se faire plus. Ça, c'est juste comme une opinion personnelle, là. C'est pas une opinion professionnelle nécessairement, mais je pense que des recours collectifs, ça devrait se faire plus souvent. Parce que quand tu attaques la monnaie, des fois, ça pince plus. Puis moi, ça m'importe pas si que l'argent vient du public parce que si on fait des campagnes d'éducation du public puis qu'on dit « Hey, est-ce que vous voulez que vos taxes, l'argent que vous payez pour les taxes va pour ces recours collectifs-là qui vont se faire à cause que le gouvernement fait pas sa job? Ou est-ce que vous voulez que le gouvernement investisse à l'avance dans la vie des jeunes puis qu'ils ont plus de succès puis qu'ils n'ont pas besoin pour ces recours collectifs-là? Je pense qu'il y a comme un travail à faire pour vraiment comme avoir le public à bord. Puis je pense que ça aussi, ça résonne avec le vote et tout ça. Donc, je pense que
Il y a du travail à faire sur ce côté-là. Ouais. Il y aurait moyen de soulever la grogne populaire puis essayer de faire bouger le gouvernement avec ça. Puis sinon, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé dans tout ton parcours? Je dirais, pour moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à m'impliquer avec le réseau des jeunes prises en charge au Nouveau-Brunswick, puis que j'ai réalisé, je peux utiliser mon expérience pour aider les autres générations après moi, puis vraiment changer les choses, puis que j'ai une expertise qui ressort de mon expérience personnelle qui est très unique, qui est très riche, qui devrait être entendue. Ça m'a vraiment poussée à vouloir faire un travail comme je le fais aujourd'hui, collaboratif, qui vraiment élève la voix des jeunes placés puis des anciens placés. Parce que l'expertise, c'est là qu'elle est. C'est, quand on n'est pas à la table, c'est tout manqué. Ça fonctionne pas. Puis c'est pas surprenant que ça fonctionne pas parce qu'on consulte pas, on travaille pas avec les personnes qui l'ont vécu. C'est eux qui savent le mieux qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que c'est vraiment de transformer ton expérience souffrante en quelque chose de constructif qui a été le moteur dans tout ça, j'ai l'impression. Oui, puis c'est aussi comme, tu sais, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, mais que ça soit mon temps de passer tout ça. C'est que je veux laisser derrière un effort d'avoir essayé de changer les choses pour les générations qui viennent après moi. Je pense que c'est un travail valorisant, c'est un travail nécessaire. Puis si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sont en train de passer au travers du système en ce moment, peut-être même qui sortent du système, ce serait quoi? Cherchez votre communauté, recherchez les autres jeunes, anciens placés, ceux-là qui sont placés, essayez de faire des connexions avec des réseaux de jeunes pris en charge parce que ça va vraiment renforcer un sens de communauté, un sens que t'es pas une bébite sale, que t'as de la valeur, c'est important, puis que tes traumas te définissent pas pour le reste de ta vie. Je pense que c'est très important. Les relations avec les pairs, c'est tellement, tellement important. Je sais pas tout le monde est rendu là dans leur parcours, mais prendre des petites étapes pour essayer au moins de fraterniser avec des personnes qui ont la même expérience ou qui ont eu la même expérience, ça peut faire des grandes différences dans la vie des jeunes. Ça l'a certainement fait dans ma vie. Ça serait quoi pour toi le plus grand bénéfice d'après toi? Ou du moins pour toi, qu'est-ce qui a été une des choses de connecter avec des anciens placés? Oui. Ouf, ça a juste complètement changé ma perception de mon expérience. Ça m'a vraiment changé de perception de victimisation, puis de personne qui a vécu beaucoup de traumatisme, à une personne qui est forte, qui est résiliente, qui a beaucoup de connaissances puis d'expertise, qui a beaucoup de choses à offrir, puis que avoir des opportunités de partager ma voix, c'est important. Parce que quand j'ai eu la chance de parler aux politiciens pendant les auditions que j'ai faites au Nouveau-Brunswick à l'Assemblée législative, j'étais comme « wow ». Puis les voir pleurer, les voir émus, puis voir même des collègues de travail. Moi-même, je travaillais pour le gouvernement à ce temps-là, puis je travaillais avec le gouvernement provincial. Je travaillais quand même avec des personnes assez haut en direction, puis j'avais des collègues qui étaient là, puis qui entendaient mon expérience pour la première fois, puis qui étaient vraiment émus. Ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a fait vraiment réaliser que, ouais, dans le fond, on est tous des êtres humains, puis que quand on humanise nos problèmes, puis nos expériences, on peut vraiment aller chercher les décideurs. C'est de cette façon-là qu'on peut vraiment les interpeller à faire bouger les choses, c'est à travers de notre humanité partagée. Ma mère a dit, il faut plus d'humanitude. Oui. Oui. Je trouvais ça un beau mot. C'était super intéressant de te recevoir aujourd'hui, puis de remettre les choses en contexte au niveau, tu sais, plus Canada au grand complet, pas juste le Québec. Fait que
C'était vraiment intéressant d'avoir ta perspective sur tous tes projets. Puis, je vais te souhaiter que ça continue encore, que tu aies d'autres beaux projets, que tu sois impliqué peut-être un peu plus au Québec, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup à apporter ici. Ah oui, mais je m'implique au Québec par le biais du projet aussi, parce que on a quelques membres du Québec. On a Care Jeunesse puis Mikasa qui s'assoit au Conseil national. On n'est pas bilingue présentement, mais je garde la bourse là, que tu m'avais envoyée ou l'opportunité de financement, là, Jessica. Peut-être ça serait une bonne méthode de connecter avec le secteur francophone aussi ici au Québec. Mais on avait fait des consultations locales, qu'on les appelait, avec des juridictions partout au Canada. Puis le Québec était des juridictions. On l'a fait au début du mois de juin. Puis on a interpellé des parties prenantes de partout, gouvernement, communautaire, académique, privé, puis aussi de tous les domaines comme santé, travail social, domaine toxicomanie, éducation. Vraiment comme on a interpellé les parties prenantes d'une façon holistique, comme je dirais. Puis on a eu Isabelle, la directrice du programme PQJ, elle a dit qu'elle allait piloter le modèle d'évaluation. Elle a répondu oui au sondage puis à l'appel d'action qu'on avait fait à la fin. Donc, on a une partie prenante ici au Québec. Donc, c'est bien. Mais là, il faut que je les recontacte puis que j'aie des signatures officielles et tout ça, là. Mais à date, c'est oui. Le programme PQJ va s'auto-évaluer avec le modèle d'évaluation. Puis comme tu le dis, c'est sûr qu'il y a toujours les barrières linguistiques, mais on se tient quand même au courant. Puis tu sais, j'étais venue à ta consultation aussi. Tu as participé à notre événement au Forum Phoenix. Donc, oui. on essaye de quand même solidifier nos liens tranquillement. On est tout le monde vraiment beaucoup occupé, mais effectivement, il y a des liens à solidifier. Même moi, je veux travailler davantage nos liens avec la France aussi parce que je trouve qu'ils ont des modèles qui s'inspirent, qui sont très inspirants, puis qu'on peut aussi implanter ici au Québec. Fait que, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis, en tout cas, moi, t'es vraiment un modèle inspirant pour moi. Puis, je suis très contente que tu aies accepté de participer au balado. Ah, ben oui. Puis, on te souhaite un bon succès dans tous tes projets. Merci beaucoup, Mawa. Salut, là. Bye.